Moi, en ce qui me concerne, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mes lecteurs. Donc, la question du voyeurisme, il faut la renvoyer au public. Bon, alors maintenant, je suis très complaisant avec lui quand même, parce que je lui ai consacré à peu près 1000 pages à cet enfoiré. Et puis, par pur esprit de sacrifice. Ah oui, uniquement. Là, je me suis vraiment contraint à écrire ces histoires. Alors, quand même, ce qui est intéressant derrière, je pense... moi, j'ai eu plusieurs motivations pour le mettre en scène. Premièrement, j'ai écrit en réaction contre. J'ai écrit en réaction contre un certain nombre de brigands d'honneur, de criminels repentis, de gens qui se rachètent. Parce que je trouve que pour le public, c'est bien pratique de mettre en scène pendant la première partie du récit un sale type, et puis ensuite ce sale type trouve sa rédemption, alors le public, comme ça, il a pu s'identifier à la crapule, puis à la fin, quand même, il est dédouané parce que la crapule s'est rachetée. Voilà, mais à moindre frais. Non, tant qu'à donner une crapule au public, une crapule à laquelle s'identifier, autant lui fournir le parfait enfoiré, le type raciste, violeur, voleur, assassin, ingrat, et qui assume jusqu'au bout. Et puis, je laisse le public se débrouiller avec cette ordure. Donc, alors ça m'intéressait beaucoup, parce qu'il y a un côté provocation. D'ailleurs, Benvenuto est parfois provocant avec son public. Parfois, il interpelle son public, il le menace, il lui fait un bras d'honneur. À un moment donné, il lui dit « Non, je vous raconterai pas cette partie de l'histoire, parce que j'en ai marre de vous parler. » Tu es conscient que quand tu fais ça, c'est toi qui dis à ton public « Je ne te raconterai pas. » Bien sûr. Et je m'en souviens, je me revois. J'ai écrit cette page, c'était un soir de juillet, j'étais bidonné en terminant le chapitre qui était bâclé, en lui disant à la fin non, ça sera pas pour ça, c'était très drôle. Un peu suicidaire, mais très drôle. Alors, bon, il y a ce volet-là, et puis comme tu le disais, Fabien, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'humain. Je me suis posé la question, là, en termes historiques, des enfoirés, il en existait, il en a existé, et il en existait. Et comment est-ce qu'ils peuvent continuer à assumer tout le sang qu'ils ont sur les mains, toutes les saletés qu'ils ont pu faire? Et ça m'a forcé à creuser un peu, à aller chercher dans des clés, dans des textes littéraires, à aller chercher dans des mémoires de vrais salopards. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup aidé, c'était le maréchal de Montluc. Montluc, c'est un grand officier du roi de France au XVIe siècle, qui va écrire ses mémoires tout simplement parce qu'il a été accusé d'avoir tapé dans la caisse. Et pour se justifier auprès du roi de France, il va raconter toute sa carrière militaire, qui est pleine de choses très drôles et très peu reluisantes. Et je m'étais demandé, mais comment un type qui a tellement de sang sur les mains pouvait assumer cela, pouvait me raconter cela, le revendiquer même, parce que c'est son système de défense, dire j'ai tué énormément, ça m'excuse d'avoir un peu barboté une partie de la caisse du roi. Et j'ai trouvé des réponses, et j'ai trouvé intéressant de les mettre par écrit, de les approprier. Chez Montluc, assez nettement, il dort sur ses deux oreilles, et les atrocités qu'il a commises, ça le fait rire. Il trouve ça drôle. D'où d'ailleurs mon parti pris de mettre énormément d'humour dans le roman. C'est un système de défense du truand, qui, face à ses cas de conscience, il a des cas de conscience, Benvenuto, mais il les refoule et il les traite par la dérision. Et je trouvais intéressant d'essayer de restituer de façon purement fictive ce type de personnalités qui sont des salopards et qui l'assument complètement. On travaille aussi avec des mondes qui sont des mondes ultra violents. Encore une fois, c'est l'inverse de ce que je disais au début, mais si on regarde ce qui se passait au Moyen-Âge ou même à la période moderne, sont des mondes où la boue est partout, la vie humaine ne vaut pas grand-chose, la recherche du bonheur n'a même pas été inventée. Donc, finalement, la seule chose, le loisir principal tourne autour du sexe. Et le sexe, souvent, amène la violence. À cette époque-là, évidemment, je regarde ce qui se passait réellement à cette époque-là. Une époque où, par exemple, à Dijon, les archives de Dijon nous disent que la moitié des filles ont été violées avant l'âge de 20 ans. Donc on est dans ce monde-là qui est un monde ultra violent. La vie ne vaut pas grand-chose et on peut aller dans cette direction-là. Personally, I think it's important to distinguish between the villain and the anti-hero, because I don't think they're the same character. An anti-hero for me is the protagonist of the story
who is not bound by normal morality or moralistic conventions. Alors moi je pense qu'il est très très important de distinguer entre le méchant et l'anti-héros. Pour moi l'anti-héros c'est un protagoniste qui n'est absolument pas contraint par les conventions habituelles que pourrait respecter le méchant. I think the attraction of the anti-hero often lies in the fact that they are driven people. They are often single-minded, very purposeful. They have a single goal, whether it's power or wealth or whatever it is they want. And all of their energies are directed towards that, regardless of the cost to others. Et en fait, c'est souvent des gens qui sont habités, qui sont conduits par un espèce de but. Et ce but, ça peut être la recherche du pouvoir, ça peut être la recherche de la richesse ou de la notoriété. Ils ont ce but-là unique en tête et ils ne cherchent qu'à l'atteindre par tous les moyens possibles et imaginables, quel qu'en soit le coût.